une table ronde qu'on va essayer de raccourcir un petit peu pour ne pas prolonger davantage le retard que nous avons pris en 3 temps, autour de 3 questions. Une première question que je pose donc aux intervenants. Si mes souvenirs sont bons, Laurent Brassard nous avait dit une fois lors d'une journée d'études qu'Albert Soboul aurait déclaré ou écrit qu'en dessous de 3000 dates, on ne peut pas faire la Révolution française. Ça dit un petit peu le poids de l'événement dans ce processus et dans la façon d'en penser l'histoire. Donc, quelles phases et quels événements apparaissent comme saillants ou au contraire en retrait, en creux, à certains moments de l'histoire, de l'enseignement, de l'histoire et de l'instruction civique? Bien, merci. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons naturellement au galop pour nous promener dans l'enseignement secondaire, comme on dit aujourd'hui, entre 1890 et 2015, puisque je crois qu'il y a un atelier qui se penchera sur les programmes actuels. D'autre part, il s'agira de l'enseignement secondaire classique. Ça n'est pas du mépris pour le reste, mais entre le moment de la commande et aujourd'hui, la tâche était quand même un peu lourde, même quand on est retraité et qu'on n'a pas grand-chose à faire. Il a fallu rassembler un certain nombre de textes. Il n'est pas toujours facile. Le ministère de l'Éducation nationale n'archive pas forcément les choses comme on le souhaiterait. Et regardez un petit peu dans les manuels. Là aussi, il n'est pas question de faire une pesée précise, quantitative, comme le colloque de 1989, dans la mesure où l'accès aux manuels n'a pas toujours été possible en ces temps particuliers. Il s'agira simplement de regarder ici ou là, dans tel ou tel manuel, quelle déclinaison on peut donner des programmes. Ces programmes, ce n'est pas toujours facile de les décrypter dans la mesure où pendant longtemps, les formulations sont très laconiques, très sèches. Aujourd'hui, on est beaucoup plus bavard. Il y a des fiches EduScol qui n'ont rien de prescriptif, mais qui donnent une interprétation, une déclinaison du programme. Alors bien entendu, on ne sait pas ce que ça devient dans la classe, quelle importance on accorde à cela. Ce que nous regardons aujourd'hui, ce sont les normes. La réalité de l'enseignement, c'est plus difficile. L'aventure de l'enseignement de la Révolution commence en 1848. C'est peut-être pas indifférent de le signaler. C'est en octobre 48, comme on dit dans l'arrêté, qu'une question nouvelle apparaît en classe de rhétorique, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire la classe de première, et la classe de philosophie, c'est-à-dire la classe de terminale. C'est intéressant de remarquer que c'est en 1848 parce que se met en place ce qu'on pourrait peut-être appeler un lien génétique entre la République et son histoire et d'autre part la Révolution française. Car n'oublions jamais que la République au XIXe siècle, ça a été loin d'être gagné pendant très longtemps. La première a terminé comme on sait. En 1830, le rendez-vous est manqué. En 1848, ça se termine par le massacre des ouvriers en juin et par le massacre des opposants à l'Empire en 51. Cela dit, le Second Empire, qui n'est pas un régime particulièrement républicain, ne remet pas en question l'enseignement de la Révolution. Et même en 52, 1800, il décide que la Révolution pourra faire partie des questions qu'on peut poser au baccalauréat. Donc, premier élément, cette révolution qui va être pensée comme importante, comme ère inaugurale pour l'histoire de la France et plus précisément pour l'histoire de la République. Deuxième élément, l'inscription de cet objet d'étude dans une histoire plus longue qui intègre ce qu'on a appelé, il n'y a pas si longtemps, l'histoire du temps présent et même l'histoire immédiate. Puisque les gens du Second Empire, cela peut paraître surprenant, en 1863, décident que l'enseignement se poursuivra jusqu'au moment où on produit les programmes. Alors ça crée bien sûr des émotions. Il y a des gens qui s'inquiètent d'une politisation de cet enseignement. Et Duruy, qui est l'auteur de cette aventure, dit non, vous inquiétez pas. Au contraire, on va leur enseigner une histoire immédiate, comme ça on leur apprendra à être sages. Et donc, au temps de la République, on va conserver ce principe d'inscrire la compréhension de la Révolution dans ses développements ultérieurs.
Les instructions de 1890 qui vont nous servir de but témoin, parce que ça a été en quelque sorte le patron sur lequel on s'est fixé pour rédiger les différents textes jusqu'au début des années 70, les instructions de 1890 prévoient un programme en classe de philosophie, donc la classe de terminale, jusqu'en 1889. Troisième élément, ça veut dire aussi que cet enseignement de la Révolution, c'est un enseignement qui va croiser des préoccupations politiques. On l'avait dit à Duruy, on le dit à Lavis. Et Lavis répond en 1890, « Que voulez-vous que j'y fasse ?» On n'a pas encore trouvé le moyen de distinguer l'histoire et la politique. Et n'oubliez jamais que nos élèves de classe de philosophie, rapidement, vont être électeurs. Nos élèves masculins. Je tiens à le préciser, non pas pour céder à l'actualité, mais quand même, il faut mettre les pendules à l'heure. Donc ces gens vont être électeurs. Or, qui sont ces gens, l'enseignement secondaire? En 1901, l'enseignement secondaire, c'est 200 000 élèves, dont la moitié dans des établissements privés, dont le tiers dans des établissements confessionnels. Tout ceci n'a pas à être perdu de vue parce qu'on s'adresse à ces enfants de ceux qui ont réussi, les premiers de cordée, et qui sont électeurs, et qu'il faut essayer de convertir à la République. Car encore une fois, cette Troisième République, cette fois-ci, elle veut réussir, elle veut s'enraciner. Donc, il faut républicaniser les cervelles. Alors, on reviendra sur toutes ces choses dans le troisième temps. Le président citoyen a fixé un ordre du jour dont je ne saurais m'écarter de peur de subir la guillotine sèche. Donc, j'en reste là pour l'arrière-plan historique. Alors, ces programmes, 1890, on donne le là, c'est-à-dire qu'on va faire un découpage chronologique et politique. On va évoquer les origines de la Révolution. Ce n'est pas inintéressant de le préciser parce qu'il y a des programmes qui oseront s'écrire sans interroger les causes de la Révolution. Il y a parfois des esprits étonnants. Deuxième élément, on va suivre la chronologie, le temps des États généraux, le temps de l'Assemblée constituante, bref, je n'ai pas besoin de continuer, la législative, la convention, le directoire. Et ça, c'est le schéma qui va perdurer jusqu'au début des années 70. Voilà un premier temps avec à un moment donné une formulation qui va apparaître, le bilan. Le bilan en termes d'acquis, en termes d'éléments positifs ou en termes d'éléments négatifs. Une histoire donc politique. Une histoire politique, c'est bien mystérieux. Est-ce que c'est une histoire du politique, une histoire de la vie politique? C'est une histoire de la vie politique. Et si je prends, par exemple, un manuel qui est emblématique de la période, le Mallet-Isaac, je suis très vieux, mais je n'ai pas appris l'histoire dans le Mallet-Isaac. Le Mallet-Isaac, si je prends l'édition de 1925, qu'est-ce qu'on raconte? D'abord, la Révolution, c'est une rupture politique avec l'Ancien Régime. Et l'élément repère, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne parlait pas comme ça à l'époque, mais c'est déjà pensé comme un document patrimonial, comme on le dira en 1980, à partir de 1995. Dans cette Déclaration des droits de l'homme, deux notions fondamentales, la liberté et l'égalité. Et on précise que c'est véritablement l'égalité qui est la pierre de touche de l'édifice. Et de dire, cela a donné l'égalité politique, l'égalité civile, et cela a même débouché sur de la justice sociale. Alors là, le discours s'emballe un peu, parce que quand on nous explique dans ce Mallet-Isaac de 1925 ce qu'il en a été des paysans et de la vente des biens nationaux, on a une vision un peu optimiste. On dit, comme dirait l'économiste Piketty aujourd'hui, bien sûr, on a fabriqué une France propriétarienne, de propriétaires. Et les paysans ont pu acheter comme ils voulaient, car le prix du sol a baissé. La réalité, on le sait, c'est que si les paysans ont accédé à la propriété, la plupart de ces paysans, des paysans pauvres, ont eu une petite propriété, et quand le capitalisme agraire s'est adressé à eux, eh ben, les choses n'ont pas été si faciles. D'autre part, version idyllique, dans la mesure où le 4 août, nuit d'ivresse, nuit enchanteresse, c'est l'abolition du privilège, aucun problème. On ne va pas se perdre dans les détails des décrets du 5 et du 11 août, qui précisent bien que si les droits sur la personne sont abolis, encore que l'affaire des corvées est une sacrée histoire, les redevances supposeront un rachat.
et qu'il faudra 25 à 30 ans de loyer. Quand vous prenez l'espérance de vie à l'époque de l'ordre de 40 à 40 ans, on est déjà un barbon, un vieux barbon. Donc ça situe le débat. Donc c'est ainsi cette première phase. Intervient une deuxième phase, vous me dites, Monsieur le Président, si je suis trop long, une deuxième phase qu'on peut signaler, c'est un moment particulier, un moment qui se veut humaniste, un moment qui se veut audacieux du point de vue pédagogique ou didactique, comme on dit aujourd'hui, c'est le temps des activités d'éveil. Et ce temps des activités d'éveil va avoir une répercussion. C'est qu'il y a une obsession dans le secondaire, on martyrise les élèves. Le bourrage de crâne, notion qui apparaît en 1872, est très au centre des débats dans les années 20-30. On veut y mettre fin. Et il n'est pas question de livrer ces pauvres gamins à un fatras de dates. Alors on va avoir des choses plus thématiques. On va raisonner en termes d'héritage. Et parmi les héritages qu'on va proposer, il va y avoir le temps de la Révolution autour de deux notions. La souveraineté populaire. Alors les gens ne s'embarrassent pas forcément, il y a parfois des gens qui sont un peu paresseux. Souveraineté nationale, le texte du 26 août 89. Souveraineté populaire, le texte du 24 juin 93. Il y a des gens qui ne se donnent pas mal au crâne pour entrer dans des subtilités. La différence, c'est quand même le passage du suffrage censitaire au suffrage universel masculin. Alors dans cette phase, la Révolution, c'est une ligne. Comme je vous disais, la souveraineté nationale. Mais dans les manuels, on peut avoir de bonnes surprises. Parce que là, sur l'affaire du 4 août, on montre bien que le 4 août, les choses ne sont pas réglées. Arrive une troisième phase, et je dois accélérer, une troisième phase, le temps du rétablissement républicain, certains ont dit la restauration, bref, l'ère Chevènement. Il s'agit de remettre la Révolution à l'ordre du jour et de lui redonner des couleurs. Petit clin d'œil ironique en direction peut-être de M. Furet, c'est-à-dire il faut un récit, mais pas un récit qui perd les élèves dans des abîmes de non-sens, un récit problématisé. Et puis le dernier temps, c'est celui qu'on peut faire démarrer en 1995, où là on a une première rupture, c'est-à-dire on doit renoncer au récit continu, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour essayer d'appréhender la dynamique de la Révolution, le jeu des forces sociales, le jeu des courants idéologiques. Et d'autre part, on va raisonner autour d'une histoire qui se veut thématique, conceptuelle, une logique politique. Et là, on y reviendra dans le troisième temps, c'est peut-être l'ère des instructions qui est plus en phase avec François Furet. Mais je vais m'arrêter là car l'entretien permettra de préciser.